Merci beaucoup d'être venu pour... je crois que c'est le quatrième Gene Talk d'Imagine. Gene Talk, c'est des conférences grand public. Donc il y a ceux qui sont dans la salle, qui sont les meilleurs bien entendu, mais il y a aussi de très nombreux qui nous écoutent à distance et qui repassent la conférence en j'allais dire playback, en replay. Et c'est des conférences qui sont importantes pour l'Institut parce qu'elles nous lient au monde, elles nous lient aux autres, à ceux qui écoutent la génétique avec intérêt, passion, parfois beaucoup de curiosité, parfois un piquant d'alerte. Qu'est-ce qu'ils font derrière ces murs transparents? Justement, ils sont transparents parce que rien de ce qui se fait ici n'est dit et tout ce qui se fait ici est dit, et notamment en matière de séquences de génome. Il y a eu 4 Gene Talks, donc c'est le 4e. On a parlé d'éthique des tests génétiques, on a parlé de la manière dont le regard sur des maladies génétiques parfois rares pouvait ouvrir des portes vers des maladies beaucoup plus communes. Et aujourd'hui, le prétexte est beau de dire 20 ans de séquences d'un génome humain. Qu'est-ce que ça nous a appris? Vers quoi allons-nous? Et dans un instant, Gauthier va vous présenter 3 orateurs de prestige, mais je veux quand même moi-même les remercier personnellement. Ce sont des grands scientifiques. Il se trouve aussi des grands amis, et des grands amis d'Imagine qui regardent l'Institut de l'intérieur, Corée, qui a participé à le créer très largement, mais aussi avec un regard qui a profondément changé nos pratiques. Je pense à Jean-François, la façon dont il a orienté la stratégie du Centre de génomique français a profondément changé notre métier de généticien. Ce qui se passe dans l'Atrium d'Imagine avec les 32 000 enfants qui viennent par an et ces milliers de prescriptions de génomes complets en trio, on le lui doit beaucoup. Pas tout, le plan est là, mais le plan ne s'est pas adossé sur rien, il s'est adossé sur un CNRGH et un CEF qui étaient puissants. Et puis Luis Quintana, qui est un prestigieux scientifique, qui connaît bien Imagine, qui nous regarde, je sais, avec intérêt, depuis les nombreux endroits d'où il travaille, et notamment en voisinage à Pasteur, mais aussi avec le piédestal extraordinaire du Collège de France. Gauthier, je te les laisse présenter. Je voulais dire que vous avez tous les 3 face à vous le fondateur visionnaire d'Imagine, notre président fondateur Claude Grisselli, et que c'est super que parmi les quelques jeunes qui sont ici, il y a un très jeune qui soit au premier rang. Merci d'être là, Claude. Gauthier, je te laisse la parole. Oui, donc bonsoir à tous. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Donc on fête en fait cette année les 20 ans du premier séquençage complet du génome humain. Donc 20 ans, c'est-à-dire en 2003, en fait, le Human Genome Project publiait la toute première séquence en entier du génome humain. Et la question, c'est un travail titanesque, c'est un projet de big science, un petit peu comme maintenant le Human Brain Project, etc. C'est des projets internationaux de grande ampleur qui ont coûté plusieurs milliards de dollars, qui ont mobilisé pendant 15 ans des équipes de recherche à l'international. Et donc... Depuis 20 ans, ce séquençage qu'on a mis donc 15 ans à effectuer, on peut le faire en 44 heures pour une quarantaine d'individus. Donc grâce à des nouvelles technologies de séquençage nouvelle génération. Et donc tout ça a révolutionné à la fois la médecine, mais aussi a permis de comprendre de nouvelles choses sur l'évolution humaine. Et donc pour ce soir, on a 3 invités, 3 intervenants qui vont nous donner une vision à la fois complémentaire et distincte sur l'angle de la médecine, l'angle de l'évolution et l'angle plutôt de la technologie et du futur de ces technologies. Donc Luis Quintana Murci, vous êtes généticien de l'évolution, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur, et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Jean-François Dolloz, vous êtes directeur du Centre national de recherche en génomique humaine, au CEA, et directeur scientifique de la Fondation Jean Dosset. Corinne Antignac, donc vous êtes d'Imagine, professeure de génétique à l'Université Paris-Cité, fondatrice du laboratoire des maladies rénales héréditaires et membre de l'Académie des sciences. Donc voilà, ce que je voulais savoir, la première question un peu générale, c'est depuis 20 ans, qu'est-ce que l'essor du séquençage a changé pour vous, médecins, et pour la médecine en général?
Alors pour la médecine en général, je ne sais pas trop, mais en tout cas, effectivement, ce qui est tout à fait certain, c'est que ça nous a fait faire un bond colossal, puisque ce qu'on parvenait à séquencer en plusieurs jours, on séquençait un petit bout d'un gène, etc. Ça a été multiplié par 100 000 et maintenant plusieurs dizaines de milliers. Donc effectivement, ça a complètement bouleversé le diagnostic génétique, et on peut maintenant approcher des choses, en tout cas pour les maladies monogéniques, on peut rechercher la cause très, très facilement, ce qui évidemment avant n'était pas possible puisqu'il fallait faire tester tous les gènes connus, etc. Et là, depuis ce qu'on a appelé l'installation des panels, c'est-à-dire la possibilité de séquencer, je parle pour le moment du diagnostic, pas du tout du système de recherche. Alors le diagnostic, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on peut réaliser réellement, puisqu'il y a beaucoup de certaines réglementations, etc., qui fait que les choses... Et puis des problèmes de coûts, etc. Mais malgré tout, on peut maintenant facilement trouver en quelques jours les mutations dans un gène. On peut proposer... Chez un nouveau-né, par exemple, de faire un séquençage de génome très rapidement pour faire un diagnostic et pour savoir comment prendre en charge le nouveau-né. On peut faire de séquencer donc l'exome, c'est-à-dire complet, c'est-à-dire tous les gènes codants du génome en diagnostic prénatal, c'est-à-dire sur des biopsies de liquide ou de trophoblastes du placenta du fœtus, pour pouvoir faire une étude de trouver la cause de sa maladie très rapidement. D'accord. Et vous me disiez que l'arrivée du séquençage au débit avait permis aussi de comprendre, d'avoir un autre modèle sur les maladies génétiques. C'est-à-dire, on pensait jusque-là que c'était une maladie égale un gène, et en fait, c'est pas le cas. Alors oui, en fait, si je reprends un peu les deux choses qui ont été très frappantes, on le savait déjà que finalement, il n'y avait pas, à part peut-être la mucoviscidose où un seul gène responsable des mutations dans un seul gène donne une maladie. Maintenant, on s'est rendu compte que pour une maladie, il y avait plusieurs différents gènes qui pouvaient être mutés, et que ça compliquait, ça expliquait des choses sur le plan physiopathologique, mais c'était très compliqué. Si on prend un exemple, par exemple, chez nous, on a commencé à travailler sur la néphronophtise. Sophie, quand elle était en thèse, on pensait qu'il y avait un gène. Et puis tout ça, on s'est rendu compte que cette fameuse maladie, elle était dans un ensemble de maladies qui s'appellent les ciliopathies. Et maintenant, il y a quasiment des milliers de gènes qui peuvent être responsables qui peuvent être mutés, responsables de ces pathologies. Et je dois dire aussi l'autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est donc on a pu faire ce qu'on appelle les séquençages d'exomes de tous les gènes. Et il y a une étude, je pense, qui a été cruciale, c'est une étude des Hollandais, dommage que ça n'a pas pu être fait par nous, mais qui a été de dire, pour les déficiences intellectuelles, on sait qu'on a des cas isolés dans les familles qui n'étaient pas des maladies dites génétiques, mais on se disait, bon, quand même, il doit y avoir une prédisposition génétique ou peut-être du multigénisme. Enfin, il y avait plein d'idées. Et puis, ce groupe hollandais a dit, mais peut-être aussi que simplement, comme ces enfants souvent meurent rapidement, eh bien peut-être qu'en réalité, on n'a pas de maladie génétique, puisqu'ils n'ont pas de descendance. Mais si la maladie était survenue, ce qu'on appelle de novo, peut-être qu'à ce moment-là, c'est une vraie maladie génétique monogénique qui passait inaperçue. Et ils ont testé 10 patients, 10 enfants avec leurs parents. Donc ça faisait 30 exomes. 30 exomes, à l'époque, je me souviens, puisque je me suis dit, si on avait fait ça, c'était 3 000 € l'exome. Hein. Donc ça faisait, je ne dis pas de bêtises, 300 000 € le projet. Et en France, on n'aurait pas pu avoir cette somme-là pour faire le projet. Et effectivement, ça a été le changement complet de paradigme. Sur les 10 enfants, ils ont trouvé 7 ou 8, je crois, mutations de novo.
Mutations de novo, c'est des mutations qui interviennent... Qui apparaissent chez l'enfant, qui ne sont pas présentes chez les parents. Mais une fois qu'elles sont chez l'enfant, effectivement, elles pourraient théoriquement être transmises. Donc elles sont des mutations qu'on appelle dominantes. Enfin, c'est une mutation sur un chromosome qui est responsable de la maladie. Ça dépend beaucoup de l'espérance de vie des enfants. Pardon ? Ça dépend de l'espérance de vie. Non, ça ne dépend pas de l'espérance de vie, mais comme ils ne peuvent pas avoir de descendance, on ne pouvait pas s'imaginer que c'était génétique, enfin, ou du moins que c'était monogénique. Mais c'est juste à cause de ça. On connaît les néomutations, on les connaît très bien dans plein d'autres maladies. Mais là, dans ce type de maladie, ça a complètement ouvert le champ et ça a permis de découvrir, je ne sais pas combien, de gènes qui sont impliqués dans des maladies qui sont finalement des maladies monogéniques. Alors, finalement, on en trouve moins que ça, mais moins que... Puis certains des variants qu'ils avaient trouvés n'étaient peut-être pas vraiment responsables de la maladie, mais globalement, c'était la nouveauté. Et maintenant... Chez les enfants, on essaye tout le temps de faire ces fameux exomes ou de séquençage en trio pour avoir les parents et pour pouvoir ainsi découvrir ça ou d'autres choses aussi, mais de cette façon-là. D'accord, donc ça a révolutionné le diagnostic. Ça a complètement changé le diagnostic, surtout la vision sur un certain nombre de types de maladies. Oui, d'accord. Dans un tout autre domaine, donc le séquençage nouvelle génération haut débit, l'arrivée de ces technologies-là, ont aussi permis d'apporter un nouvel angle d'attaque sur tout ce qui est l'histoire de l'évolution humaine. Et on sait que le nombre de fossiles limité peut parfois donner une vision parcellaire de l'évolution. Et c'est vrai que la génétique a amené une nouvelle compréhension, et notamment avec votre équipe, vous avez découvert plusieurs choses dont vous allez nous parler sur l'évolution humaine. Qu'est-ce que ces technologies-là vous ont permis de découvrir avec votre équipe ? Bonsoir. Donc, avant de parler de mon équipe, plus généralement, ce que cette technologie a permis, c'est avoir accès à la diversité qu'il y a déjà dans notre espèce entre individus et des populations. Parce qu'en 2003, c'était donc la publication de la séquence de référence du génome humain, c'était essentiellement d'origine européenne. Et les Européens, nous ne sommes que 16% des individus de la planète. En tout cas, ceux qu'on est d'origine européenne. Donc, et d'ailleurs, c'est très actuel ce que je dis, parce que la semaine dernière a été publié aussi le pangénome de référence. Que c'est pour la première fois un génome de référence qui est inclusif dans le sens qui tient compte qu'on n'est pas tous des Européens. Donc, ce qui a révolutionné le séquençage des génomes dans les dernières 20 ans, c'était justement comprendre dans quelle mesure on est différent. Dans quelle mesure, si on prend 2 personnes au hasard dans cette salle, quelles que soient nos origines ethniques, géographiques, culturelles, il y a en moyenne 0,1% de notre génome qui va être différent. Ce qui est quand même 0,1% sur 3 milliards de lettres qui font le génome, ça nous laisse environ 3 millions de différences entre 2 individus. Et donc, toute cette diversité, on a pu l'utiliser pour mieux comprendre donc déjà les origines, confirmer les origines africaines de nous tous, relativement récentes d'un point de vue de l'évolution, 200-300 000 ans. On a pu montrer, et ça mon laboratoire a participé dans ça, que les humains auraient quitté l'Afrique pour la première fois il y a environ 60 000 ans, et que tous les non-africains d'aujourd'hui ne descendent que d'une population qui aurait quitté l'Afrique il y a 60 000 ans en suivant une route côtière vers la péninsule arabique pour ensuite se sonder vers l'Europe et vers l'Asie. Mais surtout, toute cette diversité qu'il y a en nous a été aussi la base de l'adaptation des différentes populations humaines aux différents environnements qu'ils ont rencontrés. Nos ancêtres européens ont dû s'adapter au froid, par exemple, déjà. Les différentes populations ont dû s'adapter génétiquement aux différentes ressources nutritionnelles qu'on a eues à notre disposition tout au long de l'histoire. Par exemple, le fait qu'environ 40%
des Français et 95% des Finlandais, on peut digérer le lait à l'âge adulte. Ce n'est pas l'état ancestral, c'est grâce à une mutation qui est apparue il y a environ 6000 ans, qui nous permet aujourd'hui à certains d'entre nous de pouvoir digérer le lait à l'âge adulte. Et notamment, et ça c'est une des choses que mon laboratoire a été très impliqué, toute cette diversité a été le substrat majeur pour s'adapter aux différents pathogènes qu'on a rencontrés. Si on a survécu tout au long de notre histoire, en tout cas, si certains d'entre nous, parce que n'oublions pas que nous ici, on n'est pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu. Oui. Les autres, ils sont passés pendant l'histoire. On est le fruit de la sélection naturelle. Exactement. Donc sans cette diversité, on n'aurait pas pu s'adapter. Une des choses que, par exemple, mon laboratoire a montré, c'est que, bon, vous savez qu'environ 2% du génome des gens d'origine non africaine est d'origine néandertalienne. C'est-à-dire, comme les humains ont quitté l'Afrique il y a 60 000 ans, ils se sont métissés avec les néandertaliens qui habitaient en Eurasie déjà pour au moins 300 000 ans avant. Ils sont disparus il y a environ 40 000 ans. Donc, une des choses que la révolution génomique a permis, ça c'est pas nous qui l'avons montré, c'est d'ailleurs le prix Nobel de l'année dernière en physiologie et médecine, pas prix Nobel en génétique des populations ni en évolution, mais en physiologie et médecine, ce qui montre comment cette discipline, comment l'évolution peut être aussi au service de la médecine, qu'il avait séquencé le génome néandertalien, Svante Pääbo, chercheur suédois. Donc, nous, ce que nous avons montré, c'est que cette partie de Néandertal qu'il y a en nous, toujours aujourd'hui, a été extrêmement utile pour mieux survivre aux maladies infectieuses. Nos gènes de l'immunité innée sont enrichis en origine néandertalienne par rapport au reste du génome, ce qui montre qu'il y a été un métissage adaptatif. Mais notamment, on a pu montrer que ce métissage a été particulièrement bénéfique pour survivre aux maladies infectieuses d'origine virale, et notamment par rapport au virus ARN, comme ça serait la grippe ou le SARS-CoV-2. Mais aussi, grâce à la révolution génomique, et plus particulièrement à la révolution paléogénomique, c'est-à-dire la capacité de séquencer des génomes provenant des fossiles, ça peut être des plantes, ça peut être des microbes, ça peut être Yersinia pestis d'il y a 500 ans, mais ça peut être aussi des humains, des formes humaines aujourd'hui disparues, comme c'est l'homme de Néandertal ou son cousin asiatique, l'homme de Denisova, mais ça peut être aussi des Européens qui ont vécu à l'âge de bronze il y a 4000 ans, au Moyen-Âge il y a 600 ans ou il y a 300 ans. Donc ça, à nous, ça nous a permis aussi de pouvoir suivre l'évolution du système immunitaire dans, par exemple, les 10 000 dernières années de l'histoire des Européens. Comment? C'est très simple. On a étudié environ 2000 Européens qui ont vécu 2000 génomes européens qui ont vécu pendant le néolithique, il y a 10 000 ans, pendant l'âge de bronze, il y a 4000 ans, au Moyen-Âge, il y a 600 ans, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On compare leur génome afin d'identifier les mutations qui ont augmenté en fréquence au cours des 10 000 dernières années, qui ont été donc bénéfiques, ou des mutations, au contraire, qui ont diminué dramatiquement au cours des 10 000 dernières années, parce que ça va nous pointer vers des mutations délétères, potentiellement impliquées dans des maladies. Une des preuves de concept que cette méthode marchait, c'est qu'une des mutations qu'on a identifiées comme étant les plus délétères sur la base de l'évolution et sur la base de la décroissance de sa fréquence au cours des 10 000 dernières années, mais surtout au cours des 2000 dernières années, c'est une mutation que l'équipe de Jean-Laurent Casanova a montrée comme étant une des rares mutations associées à un risque accru de développer une tuberculose. Donc ce que nous avons montré, c'est que cette mutation a été tout particulièrement délétère dans les 2000 dernières années. C'est l'histoire très récente. Oui, ce qui montrerait que la tuberculose a été tout particulièrement un fardeau pour la santé européenne dans les 2000 dernières années. Et enfin, je finis avec ça,
Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Nous sommes le résultat des migrations du passé, nous sommes le résultat des métissages au passé, que ce soit entre nous, il y a des entiers continents complètement métissés, comme c'est l'Amérique du Sud, ou même au centre de l'Europe. On est issu d'au moins 3 événements de métissage. On est le résultat de l'adaptation à l'environnement climatique, nutritionnel, pathogénique, et on n'est pas autre chose, comme je disais avant, que les descendants de ceux qui ont survécu. Donc, une des choses qu'on fait en particulier, où la génomique est particulièrement nécessaire pour nous, c'est essayer de comprendre pourquoi déjà on est différents face dans notre système immunitaire. Pourquoi certains d'entre nous ont un système immunitaire très réactif, donc qui nous protège plus, en tout cas, contre les infections, malgré qu'il peut avoir un prix à payer par rapport aux maladies auto-immunes, allergies, inflammatoires, et pourquoi certains d'entre nous, on est moins réactifs face aux infections. Est-ce que c'est la génétique? Non-différence. Est-ce que c'est le fait d'être un homme, une femme? Est-ce que c'est le fait d'être plus ou moins âgé? Et tout ça, l'idée qu'on a en tête, c'est essayer de s'aimer un peu les bases d'une médecine, en tout cas par rapport aux maladies reliées au système immunitaire, plus adaptée aux groupes d'individus qui ont des profils génétiques particuliers, qui ont un mode de vie particulier, un genre particulier ou un âge particulier. Et dans le cadre justement des maladies auto-immunes, je me posais la question, donc c'est le système immunitaire qui a une réponse qui s'attaque lui-même, enfin, si on peut dire ça. C'était peut-être un avantage à un moment donné pour notre espèce, et aujourd'hui, avec l'environnement qui a évolué, c'est devenu un désavantage. Oui, mais pas aujourd'hui. Dans le sens que beaucoup d'anti-vax disent « Ah oui, les mauvais c'est disons le dark side, le côté noir des vaccins, c'est que c'est tout ce que c'est l'hypothèse hygiéniste. À partir du moment où vous commencez à avoir moins un environnement infectieux, vous pouvez avoir une augmentation, d'un point de vue épidémiologique, ça a été montré, de certaines maladies auto-immunes et certaines maladies inflammatoires. Mais ce qu'une de nos études a montré, en utilisant aussi des génomes anciens, c'est que cet croisement d'une diminution des maladies immunitaires qui est concomitante à une augmentation des maladies inflammatoires, auto-immunes et allergiques est commencé il y a au moins 4000 ans. À ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup de vaccins il y a 4000 ans. Et on a montré qu'il y a ce qu'on appelle en jargon une pléiotropie antagoniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mêmes gènes qui sont impliqués dans différents types de maladies, en l'occurrence infectieuses d'un côté et inflammatoires, auto-immunes de l'autre côté, mais les mutations qui protègent les unes peuvent augmenter le risque des autres. Donc ça, c'est nos données suggèrent fortement que ça, c'est quelque chose qui commençait déjà à l'âge de bronze, il y a 4500 ans, quand il y a une augmentation de la population en Europe, que probablement a amené à une adaptation beaucoup plus forte génétique aux pathogènes, et en même temps, on a pu montrer que la maladie des gènes, des mutations impliquées dans la maladie de Crohn et autres ont commencé à augmenter en fréquence aussi il y a quelques milliers d'années. C'est passionnant. Je me posais une question, alors c'est vraiment très concrètement, ici à Imagine, quand on fait du diagnostic et qu'on fait du séquençage, on récupère, on récupère des échantillons de sang et on regarde les globules blancs et l'ADN dans les globules blancs. Mais sur de l'ADN ancien, comment on fait sur des fossiles pour récupérer cet ADN et l'analyser? Oui, ça, il y a des laboratoires, peu en France, hein, d'ailleurs. Il y a quelques très bons laboratoires, surtout à Toulouse, qui travaillent exactement sur ça, sur l'ADN ancien. Et c'est l'extraction à partir des restes fossiles, notamment la partie qui est plus riche en ce qu'on appelle l'ADN endogène, parce que c'est le vrai ADN que vous voulez séquencer, parce que vous ne devez pas oublier que souvent les fossiles ont été touchés par beaucoup de monde, y compris par des microbes. Donc il faut après faire
l'apartheid de ce qui appartient vraiment aux fossiles et ce qui appartient aux paléanthropologues qui ont touché ça. Donc, la partie la plus riche en ADN endogène, c'est l'os pétreux, c'est dans l'oreille. Et là, c'est une partie très riche en ADN, ou les dents. Ou les dents, d'accord. Ok. Après, vous pouvez extraire l'ADN des cheveux, de la peau fossilisée. Mais elle est de meilleure qualité dans ces endroits-là. C'est ce que les paléanthropologues préfèrent. D'accord, ok. Je voulais revenir un peu à la médecine, même si on a parlé, enfin, on a quand même parlé médecine puisque c'est lié. Jean-François, vous, comment est-ce que vous voyez, de votre point de vue, l'évolution de la médecine avec l'essor du séquençage depuis une vingtaine d'années? Alors, vous m'entendez? Oui. Je vais peut-être commencer parce que c'est 20 ans, donc on est dans les anniversaires, donc je ne sais pas si les gens le savent, mais la France a été pionnière dans les années 90. Alors Stanislas le sait, Claude Grissielli le sait, pas d'autres, Corinne le sait. Donc en fait, la France était le phare d'Alexandrie de la génétique en 90-91, où avant de faire le génome humain, il y a eu ce qu'on appelle la carte génétique et la carte physique. Donc c'était déjà des petits morceaux du génome humain qui ont été des balises absolument indispensables à placer, justement pour être capable de faire ce séquençage. Et, le chromosome le plus français, c'est le chromosome 14, puisqu'en fait, l'effort du séquençage du génome humain, c'est porté par quelques pays, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Japonais, la France, un petit peu essentiellement. La France a séquencé le chromosome 14. Bon, donc c'est notre fierté, le chromosome 14. Et l'Allemagne et le Japon ont fait le 21 et le 22. Ils ont été moins courageux, ils ont fait des petits chromosomes. Le chromosome 14, c'est un gros chromosome. Sachant qu'il y en a 23. Hein. Voilà. Et en fait, les Américains ont fait à peu près le reste, à peu près ça, hein, je pense. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même un rôle. Donc, non seulement c'est un anniversaire, mais la France a séquencé un chromosome entier. Et j'ai vu un topo récemment et on est sans arrêt en train de corriger les erreurs du passé, parce qu'il y a eu une première carte en 2001, en 2003, ce qu'on appelle, on finit le génome humain, puis en fait, il n'est pas vraiment totalement fini. Il y a encore des morceaux, il y a encore des trous. Et dans les nouvelles références qu'on a aujourd'hui, le 14, c'est un des mieux. C'est un de ceux dans lequel, c'est vrai, c'est une slide que j'ai vue, c'est un de ceux dans lequel il y a le moins d'erreurs. Alors on en a peut-être fait qu'un, mais on l'a bien fait. Donc, alors vraiment, par rapport à la techno, donc ça a effectivement été rendu possible, hein, Corinne l'a dit, ça a été des centaines de millions d'euros pour quelques échantillons dans les années 90. Vraiment, il y a des gens qui parlent de même 3 milliards, il y avait quasiment 1 euro par base. Aujourd'hui, effectivement, on descend à quelques centaines d'euros en quelques heures. Donc c'est ça la grande révolution du séquençage. Et il faut reconnaître pour une fois que ça a été aussi extrêmement poussé par des industriels. Des industriels qui ont vu le potentiel du séquençage, qui ont vu le potentiel peut-être un peu mercantile, mais de temps en temps ça sert, et qui se sont dit c'est une technologie qui, comme elle s'adresse à tout à chacun, qui va être séquencé, donc 8 milliards de gens sur la Terre, qui sont 8 milliards de gens à un moment donné potentiellement à séquencer, plus les espèces animales, plus les espèces végétales, etc. Et donc en fait, ils ont démocratisé vraiment le séquençage en l'amenant à une rapidité et à un coût qui le rend absolument aujourd'hui faisable par presque n'importe qui. C'est pas très compliqué. C'est plus compliqué d'aller sur la Lune que de séquencer un génome humain. Donc aujourd'hui, c'est très simple, c'est plutôt assez simple. C'est dur à analyser, comme disait Corinne tout à l'heure, mais effectivement, c'est simple à produire en quelques jours. Donc la première vraiment révolution, c'est ça. Ça l'a amené, c'est grand comme un frigidaire, un séquenceur, pas un très gros frigidaire. Et effectivement, et c'est manipulable par un technicien ce qu'on appelle de biologie assez classique. Donc c'est pas des gens qu'on imagine effectivement très expérimentés. La deuxième révolution, c'est que ce coût qui a été très réduit, cette miniaturisation, a vraiment démocratisé et a permis, et puis la démonstration, grâce à des gens comme Corinne et Louis, que quelque part, le séquençage permettait de donner de l'information utile à la médecine. Je suis malade parce que j'ai telle mutation. Ça, tout le monde le sait, plus ou moins dans le cancer. Ça a été d'ailleurs, c'est là que ça a été premièrement décrit. La mutation HER2 et le cancer du sein. C'est des exemples que tout le monde donnait dans les années 80 et pour dire effectivement associer une mutation génétique à une maladie. C'est vrai pour beaucoup de maladies rares, c'est vrai pour le cancer, c'est vrai pour les maladies plus communes, mais c'est plus compliqué. Pour les maladies communes, malheureusement qui nous touchent le plus, c'est une constellation de mutations. C'est pas une mutation et une maladie, c'est un ensemble de mutations qui probablement concourent à donner une maladie. Là, on est plutôt dans les maladies psychiatriques, dans les rhumatismes chroniques, etc. Pour les maladies rares et le cancer, on est plus effectivement dans la logique, une mutation, un gène, une maladie. Et donc, il y a eu tellement d'exemples pour montrer qu'effectivement, le séquençage avait un impact médical en permettant de faire un diagnostic moléculaire. On est capable de traiter quand on sait effectivement quelle est la cause de la maladie. Tant qu'on ne sait pas exactement quelle est la cause de la maladie, on regarde les symptômes et on est un peu moins, on n'a pas la même boussole. Quand on sait quelle est la mutation à l'origine de la maladie, on sait quel est le mécanisme exactement moléculaire intime. Et dans ce cas-là, on est capable d'intervenir de façon plus précise. Et il y a tellement de preuves qui se sont accumulées grâce au séquençage que la France a décidé en 2016, avec à la fois donc, les preuves scientifiques et le coût,
effectivement d'aller vers ce qu'on appelle un plan de médecine génomique. Donc le plan français, il a été validé en 2016, donc il a vu déjà 3 gouvernements, 3 premiers ministres. Il a été validé par Manuel Valls, il a été revalidé par Édouard Philippe l'année d'après. Il a été après, effectivement, Jean Castex a validé le CAD. Bon, Elisabeth Borne n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé, mais c'est un plan qui survit parce qu'il est important à 3 gouvernements et qui permet aujourd'hui, dans 80 indications médicales, on peut dire que c'est pas assez, mais c'est à peu près 60 indications de maladies rares et une vingtaine d'indications cancer, d'être séquençables dans effectivement des plateformes, des laboratoires de diagnostic. On est vraiment là dans le parcours de soins. On n'est pas dans un laboratoire, donc on est vraiment sorti du labo de recherche pour être dans le soin. Et alors, par exemple, Corinne parlait de déficience intellectuelle. Où on pourrait parler effectivement de cancer de primitifs, ce qu'on appelle de primitifs inconnus ou de sarcome. Et en fait, pour lequel on a fait aussi la démonstration que les génomes augmentaient le diagnostic moléculaire. Donc ça, c'était déjà aussi vu par les équipes hollandaises qui ont été pionnières. Je suis d'accord avec Corinne, c'était l'équipe de Veltman et autres. Et puis dans le cancer, c'était connu, mais effectivement, on n'a fait qu'augmenter justement la prédictibilité de la réponse de quelqu'un avec une maladie rare ou un cancer à un traitement en fonction de sa mutation. Donc aujourd'hui, le plan, il déroule. Alors maintenant, effectivement, le génome, on en reparlera peut-être après, c'est le début de l'histoire, c'est génomique, mais le plan français est pour le coup très original au niveau européen et international, parce que les autres plans dont on entend beaucoup parler, qui sont le plan américain, le plan anglais, etc., l'Angleterre est très pionnière, mais elle est très pionnière en épidémiologie génétique, elle a des cohortes et a investi beaucoup plus d'argent en épidémiologie qu'en France, malheureusement. Mais le plan français est très original dans le sens où il veut inclure la médecine, et là on est quand même dans des gens qui pratiquent la médecine, qui est inclus vraiment dans le parcours de soins. C'est important. Et demain, et c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, le génome est prescrit comme une IRM, comme effectivement une prise de sang, dans 80 indications, comme étant une aide au diagnostic dans des maladies rares et dans le cancer. L'étape d'après, c'est augmenter encore le nombre d'indications, ce qui va se faire aussi avec la décroissance du coût. Le coût va continuer à baisser, et donc la perspective va être de plus en plus probablement de séquencer, même ab initio, effectivement, les gens pour se dire j'ai peut-être une chance, à travers la lecture de leur génome, de mieux comprendre pourquoi ils sont malades. C'est les maladies qui ont été sélectionnées, elles ont été sélectionnées par la Haute Autorité de Santé, c'est ce que vous m'expliquez. Et en fait, c'est guidé par le pragmatisme, mais l'idée, c'est d'ajouter au fur et à mesure, après plusieurs preuves de l'efficacité. Alors, il y a du plus et du moins, mais on pourra en revenir. Mais effectivement, au départ, ça a été, à la différence effectivement des programmes internationaux, des autres programmes que le plan français, qui sont plus gros, des programmes de recherche qui partent de cohortes existantes. Encore une fois, le plan français, sa richesse, c'est qu'il est inclus dans le soin. Et donc là, pour faire la démonstration, ça ne sera pas à un coût irraisonnable, ce séquençage. On sait très bien, on ne peut pas supporter. Déjà, on a des coûts des frais médicaux qui explosent. Donc ça se fera à un coût, entre guillemets, raisonnable. Donc il faut apporter la preuve que ça apporte quelque chose dans le diagnostic et puis effectivement dans le soin. Donc là, ces 80 indications, cancer et maladies rares, sont celles dans lesquelles on a le plus de sens de conclure justement au bénéfice du génome humain et donc effectivement donc de le passer comme quelque chose qui va être vraiment remboursé par la Sécu. Aujourd'hui, ça l'est pas. C'est le plan qui paye pour ça, mais les maladies dans lesquelles ça sera démontré seront prises en charge par la sécurité sociale et ce séquençage sera remboursé comme un examen effectivement classique. Et vous m'expliquez aussi que finalement, on va arriver, en augmentant ce nombre de séquençages, on va arriver à une puissance statistique qui va nous permettre aussi de faire des découvertes. Alors on fait des découvertes parce qu'effectivement quand on séquence quelqu'un qui vient pour une maladie, on le séquence aussi pour tout le reste de sa vie et malheureusement on n'a pas forcément une seule mutation, on peut en avoir d'autres et on peut avoir plusieurs maladies au cours de sa vie et qu'en fait effectivement on crée une base de données populationnelle. Et là, on recoupe totalement avec ce que Louis a dit. On est tous, moi je suis italo-espagnol français. Donc c'est quoi mon génome de référence et quand je suis malade, qu'est-ce que je dois regarder pour me comparer à quelqu'un qui n'est pas malade? Un espagnol, un italien ou un français, probablement un mix des trois. Donc on a vraiment besoin effectivement, donc on va créer ces grandes bases de données de milliers et de millions d'individus. Il y a un programme à l'échelle européenne qui s'appelle le 1 Million Genome. Ils veulent séquencer 1 million de personnes à l'Europe comme une espèce de base de données utilisée par les Européens pour justement déployer la médecine génomique au niveau de l'Europe. Ok. J'enchaîne sur le futur. Les défis du futur, Corinne, vous me disiez que, on en parlait là, tout à l'heure, que le séquençage a beau avoir vraiment, cette nouvelle génération a beau avoir accéléré la vitesse de lecture de l'ADN, donc on lit plus vite l'ADN, mais l'interprétation reste, ce que vous me disiez, de la haute couture. Oui, en fait, c'est un petit peu la difficulté pour le moment, enfin en tout cas nous, comme on le voit en diagnostic, c'est-à-dire
comment interpréter correctement toutes ces données et suffisamment rapidement, parce que ce qu'on fait pour le moment, je ne pense pas que ce sera possible de le continuer en faisant cas par cas, etc. Et donc, effectivement, je pense que le challenge des prochaines années, c'est d'arriver, et je pense qu'effectivement, on va pouvoir le faire grâce au fait qu'on va développer plus de banques de données, donc on aura plus d'informations, plus de possibilités, c'est de pouvoir être sûr que les variants qu'on trouve sont bien responsables de la maladie, parce que là, pour le moment, il commence à y avoir aussi quelques petits problèmes de ce côté-là. Mais ça, c'est la première chose. Et puis, je pense que l'une des choses qui vraiment va être importante et qui nous rapproche un petit peu aussi des maladies multifactorielles, c'est même dans une maladie monogénique, il y a des gens qui ont une maladie sévère et d'autres qui ont la même maladie, la même mutation, mais des phénotypes très différents, enfin pas très différents, mais un peu différents, et en particulier sur la sévérité. Je pense que c'est ça aussi qui va être très important. C'est quand on va dire à votre patient, vous avez telle maladie, ce sera aussi la capacité de lui dire, oui, mais vous avez une forme sévère, donc il faut surveiller particulièrement, ou au contraire, non, votre forme est moins sévère, il y a moins, enfin, d'essayer de pouvoir vraiment lui donner un pronostic, parce que souvent, c'est dans certaines maladies qui ont des formes, une variabilité assez importante, c'est vraiment un point qui est très important. Et puis, bien sûr, de pouvoir faire plus rapidement des diagnostics. Et ça, après, on va peut-être, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-François, c'est comment on va arriver à une sorte de médecine prédictive, en fait. Vous disiez aussi que, comme dans un livre, il y a des phrases qui sont simples, faciles à comprendre, et d'autres plus complexes. Oui, non, c'est parce que je faisais toujours... j'essayais de dire que l'ADN, c'est un alphabet à 4 lettres, et donc le génome, c'est un livre avec des mots dont on peut dire que c'est des mots, des phrases, avec les exons, les phrases qui sont les gènes, etc. Et effectivement, une phrase, elle peut être interprétée de 1000 façons, donc c'est les cas où parfois il peut y avoir des difficultés, comme on a des difficultés de comprendre le sens d'une phrase, de savoir si le sens exact. Voilà. Merci. Et Louis, vous, quels sont les enjeux justement, enfin pour vous, l'avenir dans votre discipline? Est-ce que, quels sont les défis dans votre discipline, et est-ce que la technologie peut permettre les nouvelles technologies qui vont arriver peuvent permettre de répondre à des questions pour lesquelles vous n'avez pas encore de réponse, ou est-ce que c'est plus de la méthodologie qui va permettre quels sont les défis pour le futur dans votre discipline? Oui, il y a plusieurs défis même. Donc je pense que c'est principalement comprendre les bases complexes des traits, c'est-à-dire ce qui a été dit déjà, mais je pense qu'à niveau, un des défis qui met ensemble, qui souligne la nécessité d'avoir des grandes bases de données, mais après, qu'est-ce qu'on en fait avec ces grandes bases de données? Il faut qu'il y ait tout le développement statistique, tout le développement de modélisation pour en tirer quelque chose. Et un des défis que je pense que c'est important, c'est comprendre les bases polygéniques et additives des traits. Ça veut dire quoi? Comment il peut y avoir... Il y a des centaines de gènes, par exemple. Il y a des centaines de gènes qui sont impliqués dans la taille, le fait qu'on peut être plus grand ou plus petit. Chacun de ces gènes apporte à des mutations que individuellement apportent très peu au trait en question, c'est-à-dire être plus grand ou plus petit. Mais ce qu'il nous manque encore dans le monde de la génétique complexe et dans la génétique de population et l'évolution, c'est la même chose, parce qu'on sait peu encore détecter ce que s'appelle l'adaptation polygénique, que ça revient au même. Combien 100 mutations différentes dans 100 gènes différents ont participé à mieux résister les maladies infectieuses virales ou bactériennes. C'est une sorte d'effet cocktail qui va permettre de... On commence à le savoir faire avec ce qu'on appelle en jargon aussi les risques polygéniques et tout ça, mais malgré tout, on sait peu si les risques polygéniques, encore une fois,
Pour la plupart, ils ont été définis dans les populations européennes. Encore une fois, et j'insiste, 78% des études en génomique humaine sont faites sur des individus d'origine européenne. Tandis que les individus, je ne parle pas des individus européens, je parle des individus d'origine européenne. Il y a un biais, quoi. Oui, ne sont que le 16% de la planète. Donc, est-ce que ces risques polygéniques sont transférables d'une population à l'autre? L'environnement change. Est-ce que même les risques polygéniques, est-ce que sont les mêmes chez les jeunes, chez les plus âgés, dépendant de notre style de vie? Tout ce que c'est les interactions gène-environnement, les interactions gène-gène, il y a tout un univers de choses qu'on ne connaît pas. D'accord. Oui, on connaît peu. Et l'idée, c'est de démêler comment dire, ce qui est de l'ordre de génétique, ce qui est de l'ordre du sexe, ce qui est de l'ordre de... Enfin voilà, c'est vraiment réussir à comprendre, à identifier de façon précise. Et tous ces effets modificateurs, quand Corinne parlait, qu'on connaît encore, même pour les maladies ou les traits monogéniques, il y a une variabilité. Jean-François, je me retourne vers vous sur les défis de l'avenir qui sont à la fois technologiques mais pas seulement. Alors, tout en restant très positif, le génome, c'est le début. Hein. On a parlé de l'ADN, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a d'autres dimensions à l'intérieur de la cellule qu'il faut effectivement consulter, comme l'ARN, les protéines, etc., et qui vont être nécessaires de regarder. Donc le génome, c'est la première brique qu'on a mis, et justement, et c'est pour ça qu'il est absolument important de transformer l'essai, pour effectivement que les gouvernements nous suivent, voient l'intérêt, effectivement, et qu'on continue au niveau clinique, justement, d'aller explorer les autres dimensions. Et d'ailleurs aussi les gens en tant que patients. Je veux dire, quand on veut regarder une maladie psychiatrique, on peut effectivement assez facilement intuiter que le sang, l'analyse du sang n'est pas forcément la meilleure chose à regarder. Quand on pense à psychiatrie, on va tous avoir le réflexe de penser cerveau. Sauf que personne va aller naturellement biopsier le cerveau de quelqu'un. Mais peut-être on pourrait effectivement regarder un autre tissu et peut-être que par exemple pour les maladies plutôt au niveau du cerveau, la peau est un meilleur marqueur éventuellement que le sang. Donc on est en train d'aller, et ça c'est un débat qu'on a déjà eu depuis maintenant 10 ans, on discute de ça avec Stanislas, cette vision qu'il faut aller vers le multiomique et que de toute façon, voilà, il y a plusieurs dimensions à regarder dans le corps. Donc le génome, c'est la première étape. Et nous, en tant qu'aujourd'hui chercheurs et demain patients, il faut qu'on soit effectivement capable de bien le comprendre pour être capable effectivement d'accepter justement ces propositions qu'on va nous faire de dire est-ce que vous voulez que je séquence votre sang? Est-ce que vous êtes éventuellement prêt à avoir une biopsie de peau parce que je comprendrai peut-être mieux ce qui va se passer dans cette pathologie? Mais pour moi, un autre défi, mais je ne veux pas rentrer dans trop de techno parce que c'est quelque chose, et je fais assez confiance aux industriels aujourd'hui derrière la génomique pour avoir compris ça et développer des outils qui nous permettront d'accéder à ces différentes dimensions. Mais une dimension qui est plus individuelle et qui est plus sociétale, c'est la dimension réglementaire et éthique. Et l'enjeu, il y a un enjeu majeur dans le séquençage du génome humain. Le génome humain, c'est une boîte de Pandore. On veut regarder jusque quelque chose et on trouve peut-être rien là où on voulait chercher et on trouve plein d'autres choses qu'on ne voulait pas savoir. Et donc ça, voilà, c'est comme quand vous allez faire une IRM. Moi, c'est une blague que je raconte, mais c'est une blague qui m'est vraiment arrivée après une crise de colique néphrétique. J'avais dit que je ne le dirais pas, mais si, parce que je crois que c'est un bon exemple. Et après ma crise, qui est effectivement très douloureuse, il me faut une IRM du rein. Ah, tout va bien, mais quoi? Mais vous avez des calculs biliaires. Mais je dis, mais je suis pas venu pour la vésicule biliaire, je suis venu pour le rein. Et oui, mais bon. Et ben le génome, c'est ça, mais amplifié par je sais pas combien de cas, parce qu'en fait, on va effectivement identifier des mutations connues qui n'ont pas effectivement encore de traits, comme disait Louis, et qui ne sont pas exprimées, mais effectivement dont on doit être capable, dont on doit bien avoir compris le sens et être capable de décider ou pas si on veut ou pas gérer cette information pour le reste de notre vie. Et donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect dont, parce que tout le monde parle beaucoup des aspects assurantiels. Faites attention à ce que les bases de données ne tombent pas dans les mains des assurances qui pourraient vous dire faites pas blablabla. Mais il y a un aspect très personnel aussi. Est-ce qu'on veut avoir ou pas? Moi, je le vivrais comme une épée de Damoclès. D'autres ont vraiment envie de savoir. Et c'est vraiment un point très individuel. Donc chacun, c'est une question existentielle presque. Voilà. Mais chacun doit vraiment s'informer par rapport à ce que ça veut dire de séquencer son génome pour lui et pour les siens. Parce que je vous rappelle, quand vous êtes séquencé, vous informez à 50% vos ascendants directs et vos descendants directs. Donc, et donc, vous êtes de toute façon, vouloir ou pas, dans des bases de données. Si quelqu'un de notre famille fait un test récréatif pour savoir de quelle origine géographique il met 50% du patrimoine génétique dans les bases de données aux États-Unis. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu comme ça, enfin, à la fois, je dirais, même culturel et réglementaire. Et chacun doit effectivement lire, pas écouter uniquement certaines idioties qu'on peut lire effectivement dans certains réseaux sociaux. Il doit vraiment essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que d'aller faire séquencer son ADN et savoir quelle est sa position personnelle sur ce sujet. Je peux dire... Allez-y. Non, ça, je trouve très important, la partie personnelle. En revanche, la partie
que je trouve que diabolise parfois injustement la génétique, c'est si toutes ces données échappent, il y a les compagnies d'assurance que... C'est la même chose que si quelqu'un venait d'une famille avec un cancer de sang ou d'utérus. Si ça échappe aussi, j'ai pas envie d'assurer quelqu'un que... Donc, c'est là qu'on fait appel à la loi, il faut être quand même un peu positif, et faire confiance que la loi protège de tout ça. Mais sans faire pas trop de diabolisation non plus, je trouve que c'est important, parce que, je dis toujours la même chose, aux années 30, il y avait beaucoup de racisme, mais il n'y avait pas de génétique non plus. Donc, il faut peser les deux choses. D'accord. Juste sur les technologies, je voulais peut-être vous relancer sur ce qu'on fait maintenant avec le séquençage de nouvelle génération, c'est qu'on va regarder des petits morceaux, on fragmente l'ADN en tout petits morceaux et on essaie de les réassembler comme un puzzle. Et vous me disiez que l'avenir, c'est aussi justement d'aller lire l'ADN sur des morceaux plus gros pour essayer de mieux reconstituer l'ADN et faire moins d'erreurs aussi. Et c'est ce qui a permis de faire justement ce qu'on a appelé cette nouvelle carte de séquence du génome 1 qui est paru il y a quelques temps, ce qu'on appelle le séquençage long fragment. C'est vraiment l'analogie du puzzle. Hein. On a tous joué à des puzzles, et quand vous avez un puzzle de 10 000 pièces et vous avez un super ciel bleu, qu'est-ce qui ressemble plus à une pièce de ciel bleu qu'une autre pièce de ciel bleu? Donc on galère à essayer de trouver le truc. Si le même puzzle, il est plus à 10 000 pièces, mais il est à 3 pièces, comme les puzzles pour bébé, bah votre ciel bleu, immédiatement, vous le placez et immédiatement, vous restituez l'image. Donc au lieu de... En fait, quand on fait un séquençage humain, on prend une molécule qui est énorme, 3 milliards de lettres, on la coupe en morceaux de 100 lettres, et après, il faut qu'on les recolle tous ensemble dans le bon ordre. Et il y a plein de régions qui sont, comme effectivement les phrases compliquées, les phrases simples, il y a plein de régions qui sont très compliquées à lire. Maintenant, on va être capable de la couper on va toujours le couper, mais au lieu de faire des morceaux de 100, on va faire des morceaux de 1000, 10 000, voire 100 000. Et donc, on va être obligé de séquencer ensemble, donc en fait de créer ces grosses pièces de puzzle, et donc d'avoir l'assemblage des régions les plus compliquées dans le génome humain. Et dans l'article récent qui est paru dans une revue vraiment prestigieuse, il y a quand même près de 100 gènes comme ça qui ont été identifiés, qui avaient été totalement ratés, entre guillemets, parce qu'ils sont dans des régions complexes du génome humain, dont certains ont probablement des intérêts médicaux. Donc voilà, finalement, ça fait 20 ans, mais en fait, au bout de 20 ans, on redécouvre, on affine la séquence humaine. Mais il faut mieux le comprendre dans sa structure et, comme disait Louis, à l'échelle des populations. C'est ça. Je vous remercie. Est-ce que peut-être que vous voulez ajouter quelque chose? Non, est-ce que j'ai le droit de poser une question à mon voisin? Allez-y. Parce que on est entre nous, on peut. Et puis après, peut-être un autre point, mais sur le Néandertal, pourquoi, si on a récupéré tous les gènes de lutte contre les infections de Néandertal, pourquoi Néandertal est disparu alors? Oui, c'est pas qu'on a récupéré. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mutations qu'on a récupérées, comme tu dis, il y a 40 000 ans, qui nous ont aidés à mieux survivre les maladies infectieuses. Après, l'environnement a changé. Je réponds à ta question, mais c'est juste pour clarifier ça. Il y a même des mutations aujourd'hui. L'environnement a changé, le mode de vie a changé, des nouvelles maladies sont apparues. Donc, tandis qu'il y a des parties de notre génome, en gros, c'est aussi le travail du prix Nobel de l'année dernière, qui a montré qu'il y a un haplotype, c'est-à-dire une combinaison de mutations chez les Européens d'origine néandertalienne, qui diminue de 22% le risque de développer un Covid-19 sévère. Il y a un autre haplotype présent dans 16% des Européens qui augmente de 60% le risque de développer un Covid sévère. Ce qui a été avantageux hier ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Pourquoi Néandertal est disparu? Il n'y a pas de réponse du tout claire. Il y a des grands spécialistes qui passent leur vie à proposer différentes hypothèses. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas spécialiste sur ça, mais Jean-Jacques Hublin, donc un collègue au Collège de France, grand spécialiste de Néandertal et de Denisova, il répond, j'aime bien sa réponse, qu'il ne faut pas se poser la question pourquoi Néandertal a disparu, parce qu'on ne sait pas la réponse. Il faut se poser la question de pourquoi, où que les humains aillent, toutes les autres espèces disparaissent. Parce que Homo sapiens arrive en Europe, Néandertal disparaît peu après. Homo sapiens arrive en Asie, Denisova disparaît peu après. Donc, il dit toujours, Homo sapiens est une espèce invasive, il y a des humains partout, et les autres espèces disparaissent. Donc on a maintenant accès à la séquence de l'espèce la plus invasive.
Et juste un autre point, c'était un petit peu pour parler un peu de la technologie et peut-être de ce qu'elle pourra apporter, c'est la miniaturisation encore plus extrême. Et le fait, tu parlais d'avoir accès à d'autres tissus, mais j'ai lu un article où on dit qu'en regardant ne serait-ce que l'ADN plasmatique et qui vient de différents tissus, en fonction de la façon dont il est enroulé, etc., on peut arriver à trouver l'origine du tissu. Et l'origine, si c'est d'un cancer, de voir d'où il apparaît. Et donc, je pense que là, j'en discutais l'autre jour avec Christine Boll, qui est à la plateforme de génomique. Elle dit qu'il y a de plus en plus de choses sur la miniaturisation, sur le fait qu'on va pouvoir faire tout, les pipettes vont disparaître, on va tout faire sur des petites plaques, des mini puces, etc. Et on pourra de cette façon, à partir de toutes petites quantités d'ADN, des quantités... Alors moi, en étant pédiatre dans une vie antérieure, c'est formidable de se dire qu'avec une toute petite goutte, une demi-goutte de sang, on pourra peut-être même avoir des idées de ce qui se passe dans différents organes, en fait. Je trouve que c'est absolument fabuleux comme idée dans le futur. C'est vrai. La miniaturisation va aussi changer beaucoup de choses. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? N'hésitez pas. Monsieur. Attendez, il faut le micro pour que les personnes qui soient en ligne puissent vous entendre. Oui, je voulais vous demander quel est l'apport du séquençage haut débit en ce qui concerne les TSA, au niveau à la fois diagnostique et au niveau thérapeutique, et quelles sont les perspectives pour l'avenir en matière de TSA? Alors là, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre parce que je suis loin d'être grande spécialiste. Je m'occupe plutôt des maladies rénales, hein, donc c'est pas du tout. Et en fait, il y a beaucoup de génomes qui ont été séquencés, d'autres beaucoup de ce qu'on appelle les GWAS, pour trouver des régions du génome où il y a des gènes de susceptibilité. Mais j'avoue que je pense que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment sorti là-dessus. Peut-être que vous parlez des troubles autistiques. Oui. Alors moi, je vais juste citer ce que dit Thomas Bourgeron, parce que je ne suis pas du tout un professionnel. Et en fait, ce qu'il fait, donc il y a quand même dans les troubles autistiques, alors effectivement, c'est des troubles, c'est un continuum, c'est pas l'autisme, c'est quelque chose qui... J'essaie de répéter aussi intelligemment qu'il le fait, ce qu'il dit. Donc c'est un ensemble de troubles. Donc il y a quand même des gènes qui ont été identifiés derrière et qui aussi, dans des modèles animaux, ont montré qu'en fait, ils reproduisaient certains aspects de traits autistiques, le comportement, le fait de pas regarder même entre souris, de pas aller l'une vers l'autre, des comportements, on va dire, un petit peu pas très sociaux, comme il peut y avoir effectivement chez les autismes. Donc il y a des bases génétiques probablement dans l'autisme, de deux types. Il y a des gènes qui sont connus pour donner effectivement des formes presque un peu, on a dit, mendéliennes, c'est-à-dire des formes monogéniques. Donc il y a toute la famille de gènes qui s'appelle SHANK, S-H-A-N-K, 2, 3, etc. Et puis il y a aussi, comme disait Louise tout à l'heure, il y a d'autres spectres pour lesquels c'est une constellation de mutations. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pris très au sérieux. Donc il y a énormément de projets européens sur lesquels on travaille avec Thomas Bourgeron. Donc c'est ce que dit Corinne. Donc on séquence énormément de monde. Comme c'est complexe, on va être obligé d'atteindre des grands nombres pour être capable de faire des statistiques correctes et être capable effectivement d'identifier des vrais signaux. Donc on a au moins, je pense que sur les 10 projets européens sur lesquels on travaille, il y a 4 projets qui sont que sur effectivement cette question, qui est une question effectivement qui est centrale au niveau de l'Europe. Des pilotages anglais, des pilotages espagnols, des pilotages français. Et donc on accumule énormément les génomes entre guillemets de patients autistes pour essayer vraiment de délimiter les molécules ou les causes moléculaires pour lesquelles il pourrait y avoir. Il y a quelques essais cliniques en cours, quand même, basés sur quelques découvertes. Alors c'est pas parce qu'il y a un essai clinique en cours, ça veut dire qu'il y a un médicament demain. Ça reste quand même de l'innovation médicale. C'est-à-dire que comme on n'a rien, on essaye quand même de s'accrocher à une ou deux découvertes pour essayer d'utiliser des médicaments, notamment le lithium. C'est testé justement parce qu'il y a eu des essais comme ça grâce à les génomiques qui ont montré chez l'animal une augmentation de certains traits de l'autisme quand les souris prenaient du lithium, mais pas la totalité. Donc je n'aime pas du tout faire de promesses, il ne s'agit surtout pas d'en faire, mais de dire que malgré tout, le génome aussi a permis de faire des avancées dans l'autisme, mais comme c'est un spectre qui est probablement plus multigénique que la maladie très très simple, c'est plus compliqué, il faut plus de génomes, plus de patients et plus de recherche. Voilà, c'est un peu démoralisant, mais c'est certainement plus vrai. Merci. Je crois qu'on a une autre question dans le public.
Alors, il y a une question pour les personnes qui nous suivent via les différents lives. En quoi le séquençage haut débit peut-il accélérer la recherche de médicaments pour soigner une maladie rare ? Corinne, oui, je peux peut-être essayer de répondre à ça. En fait, comme on l'a dit, la première chose, c'est que ça permet, quand on a trouvé la mutation responsable de la maladie, ça permet déjà d'affirmer que c'est bien cette maladie et que c'est bien lié à cette mutation. Et alors, il y a deux types de traitements qu'on peut imaginer. On peut imaginer des traitements, la recherche permet, on connaît le gène qui est muté, on comprend comment ça fonctionne, et on trouve quel type de... comment dire, résultat quel est le mécanisme pathologique qui est en cause, et on peut essayer, il y a peut-être déjà des médicaments qui existent qui pourraient traiter ce type de défaut qui est produit. Et puis, il y a la possibilité aussi d'avoir des traitements qui sont liés aux mutations elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va directement essayer de réparer la maladie. Alors, évidemment, il y a bien sûr la thérapie génique. Donc, c'est en ayant connu le gène qu'on peut espérer pouvoir la réparer. Ou même utiliser maintenant des petites molécules qui vont pouvoir, ce qu'on appelle des traitements réels de l'ADN, c'est-à-dire des petites molécules d'ADN qui vont aller se fixer, ou d'ARN, pardon, qui vont aller se fixer sur les ARN, c'est-à-dire ce qui provient de l'ADN, et qui va permettre de enlever des ARN qui sont mauvais, ou au contraire aider à faire augmenter d'autres produits qui vont compenser la maladie. Donc il y a beaucoup maintenant de possibilités pour trouver des nouvelles molécules qui peuvent aider à traiter la maladie. Et puis de la même façon, quand on a des mutations, on peut faire des systèmes qui permettent, soit en testant on peut créer la maladie chez des animaux, voire sur des cellules, voire maintenant ce qu'on appelle des organoïdes, c'est-à-dire des petites proliférations, enfin des amas de cellules qui sont obtenus à partir de cellules souches et qui forment dans un tube, enfin pas dans un tube, dans une boîte de pétri, merci. C'est des mini-organes en fait. Voilà, des mini-organes dans la boîte de pétri. On peut tester plein de médicaments dessus pour voir si la maladie peut être traitée de cette façon-là. Donc vraiment, à partir de la connaissance de la mutation, on peut vraiment avancer considérablement dans l'idée d'un traitement. Je peux juste rajouter quelque chose qui peut aller encore en plus vite, mais c'est très rare, c'est ce qu'on appelle le repositionnement de molécules. Et en fait, un médicament, en fait, ça agit sur quelque chose dans le corps. Il y a un récepteur, une protéine. Et en fait, ça agit sur plusieurs protéines, même s'il a été développé par les industries pharmaceutiques, normalement, pour effectivement réagir contre une protéine. Et il y a de plus en plus d'exemples aujourd'hui où, en fait, à travers le gène qu'on a identifié comme étant la cause de votre maladie, on va tout simplement regarder dans la pharmacopée s'il y a une molécule qui existe déjà, qui a été faite, et qui pourrait tout simplement être utilisée contre cette maladie, indépendamment même du fait que ce n'est pas exactement le même trait phénotypique. Et ça marche, et ça a marché. Alors c'est assez rare, ça a marché dans des cas de myopathie, où des gens ont été traités justement, où des diagnostics n'étaient pas bien faits. Ça marche évidemment dans le cancer. Le cancer, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, on repère un cancer non plus par uniquement l'organe dans lequel il a touché, mais par la mutation qui l'a créé. Et donc on peut avoir une mutation dans un gène comme EGFR par exemple, qui fasse un cancer des coups, qui fasse un cancer du poumon, ou qui fasse un autre type de cancer. Et en fait, la détection de cette mutation simplement, indépendamment de la localisation d'organes du cancer, permettra de proposer aux gens la molécule contre ce gène. Donc en fait, on peut déjà, alors malheureusement, on n'a pas des milliers de molécules qui touchent les milliers de gènes, mais on a quand même des centaines de molécules pour quelques centaines de gènes. Et certains ont été chanceux et ont pu avoir des propositions de traitement par repositionnement de molécules existantes. Claude, attendez, on vous amène un micro. Voilà. Claude Grisselli. Ça va être un peu du terre à terre, mais je trouve qu'on est à l'hôpital Necker enfants malades. Il y a beaucoup de pédiatres ici, parmi eux moi-même. Il se trouve qu'à cet endroit-là, il y avait un service, celui de génétique, Maurice Lamy et Jean Frézal. Et dans les années 60, au milieu des années 60, j'étais tout jeune interne, il a été créé le test de Guthrie, qui a été mis au point pour toute la France, à partir d'ici, qui consiste, comme vous le savez tous,
avec une petite goutte de sang pris à la naissance, pour chaque enfant naissant en France, de faire le diagnostic de maladie génétique. Quand on vous écoute, avec les grands progrès techniques qui ont été faits, on a très envie de modifier complètement le test de Guthrie et l'élargir beaucoup à beaucoup d'autres maladies génétiques. Moi-même, quand j'ai commencé à m'occuper des déficits immunitaires, il y avait une dizaine de maladies, puis une vingtaine. Maintenant, il y en a 450 dont on connaît, y compris avec Jean-Laurent Casanova, que vous citiez tout à l'heure, et Alain Fischer. Donc, pour le test de Guthrie, voilà, je vous interroge. Alors, c'est une question difficile. Non, en fait, il y a un intérêt. Alors, est-ce que le génome pourra remplacer certains éléments du test de Guthrie? La réponse, évidemment, est oui. Mais c'est la boîte de Pandore. Mais il va aussi ouvrir beaucoup d'autres portes. C'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pris la décision d'aller vers, justement, le séquençage des nouveau-nés. Parce que, justement, alors que d'autres pays le font, il y a un projet test en Angleterre, qui s'appelle BabySeq, le séquençage de bébés, et justement, dont le but est de voir effectivement le rapport bénéfice-risque. Parce qu'effectivement, évidemment, quand on détecte une amyotrophie spinale précoce ou autre chose, évidemment, on en voit un intérêt direct parce qu'on a un protocole de thérapie génique qu'on peut proposer à l'enfant. Mais après, c'est cette idée d'épée de Damoclès. Qu'est-ce qu'on va être capable de dire ou pas sur toutes les autres variants qu'on va trouver? Et là, mais il y a des hypothèses. Il y a des gens qui vont dire on peut effectivement avoir une approche informatisée où on ne regarde que ce qui est actionnable. On ne regarde que les endroits pour lesquels, en fait, à une mutation, pour avoir une proposition clinique. Le reste, et ça devrait être d'ailleurs la décision des parents, parce qu'un nouveau-né, il ne pourra pas prendre la décision tout seul, de savoir ou pas si au-delà de ce qui est actionnable, ils ont envie de savoir. Mais en tout cas, la France, aujourd'hui, s'est refusée pour l'instant d'aller vers les séquençages dans les programmes nouveau-nés de prévention. Le test de Guthrie a été élargi cette année à des nouvelles maladies métaboliques et peut-être bientôt pour la drépanocytose. Est-ce que vous avez d'autres... y a-t-il d'autres questions dans le public? Une dernière question? Pour compléter un peu vos propos, Monsieur Deleuze, à l'heure actuelle, comment vous percevez les choses au niveau du partage et de l'accessibilité des données? Parce que c'est quand même des quantités monstrueuses qui sont générées au niveau international, mais on sait que ce n'est pas toujours forcément facilement partagé et accessible pour la communauté dans son intégralité. Vous êtes sûr que vous voulez poser cette question à ce moment-là de la conférence? On est reparti pour une heure, c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce qu'en plus, bon, je vais essayer de rester. Oui, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui est national, et c'est un enjeu qui est européen. Et je pense que Louis l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on arrête de se voir comme étant uniquement français comme ça. On a besoin effectivement d'avoir une vision. Moi-même, je suis extrêmement métissé. Et donc, si je veux être capable demain d'être séquencé, on va comparer mon génome par rapport à quelqu'un qui me ressemble, qui n'est pas malade. Il y a tellement de lettres, effectivement, 3 milliards, qu'on va essayer de trouver celle qui peut être responsable de ma maladie par rapport à quelqu'un qui me ressemble mais qui n'est pas malade. Donc il faudrait quelqu'un qui me ressemble qui n'est pas malade. Donc quelqu'un qui ait les mêmes origines que moi. Donc ça, de toute façon, avec les métissages qu'on a eus, on ne le trouvera qu'à travers effectivement l'utilisation de bases de données, de populations, etc. larges. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Non. Et il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu de compétitivité dont on n'aime pas parler, qu'on met souvent sous le tapis, parce que non, c'est jamais pour des problèmes uniquement réglementaires qu'on ne partage pas. Mais la science, effectivement, elle est aujourd'hui difficile à financer, elle est extrêmement compétitive, et donc on ne peut pas tout partager, parce que peut-être d'autres sont meilleurs que nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde en face, et qu'on arrive à gérer. Et puis après, il y a un aspect réglementaire. Et je pense que là, il y a un aspect citoyen. Et je pense qu'en tant que citoyen, je pense qu'on a un poids à mettre dans la balance pour savoir à quel point on est prêt, en tant que citoyen, à partager nos données et que ce ne soit pas, alors ça je vais dire un truc qui va horrifier beaucoup de monde, mais que ce ne soit pas la seule décision de gens qui sont du réglementaire ou uniquement de chercheurs. Et comme ça, je me mets dedans en disant que je suis un mauvais garçon. Et je pense que l'individu doit avoir plus la parole sur ce qu'il veut partager, parce que pour l'instant, c'est plutôt, non, c'est nous qui savons, qui peuvent vous dire qu'on va en partager ou pas. Moi, ce n'est pas ma position. Voilà, parce que j'ai du mal effectivement à accéder à certaines données, mais je pense que il y a un vrai souci. Merci beaucoup pour votre réponse, et merci beaucoup pour votre présence et votre didactique. C'était vraiment passionnant. Donc la conférence s'achève maintenant. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut Imagine. Donc vous tapez Institut Imagine sur YouTube et vous pourrez la retrouver très prochainement. Voilà, merci encore. Au revoir.